Je m'appelle Édouard, j'ai 34 ans, et ma vie s'est réduite à une lutte incessante contre le froid et la faim. L'hiver sans fin a commencé après la guerre nucléaire, il y a 3 ans. Nous sommes coincés, ma famille et moi, dans un vieux chalet délabré, entouré d'une forêt gelée où tout semble mort. Avant, je tenais une petite boutique de réparation informatique. Aujourd'hui, mes journées sont rythmées par le rationnement de conserves et de bois humide. Chaque soir, je lutte pour maintenir le feu allumé. Chef de famille par la force des choses, je ne vis plus que pour eux, ma femme Lara et notre fils Samuel. Je revois encore le jour où les bombes sont tombées. Le ciel est devenu noir, la terre a tremblé, et tout ce que nous connaissions a disparu en un instant. Notre maison, nos voisins, nos habitudes, envolées. Mon père, ancien militaire, m'avait un jour prévenu des dangers des radiations, mais je n'avais jamais cru à ces théories catastrophistes. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir écouté. Ces bribes d'informations me servent pourtant, éviter l'eau stagnante, limiter les expositions à l'air libre. Des règles simples qui nous maintiennent en vie, pour l'instant. Lara est une femme forte, mais je vois son épuisement. Elle s'accroche à l'idée de donner un semblant de normalité à Samuel, notre fils de 10 ans. Elle lui raconte des histoires au coin du feu, des contes où le soleil revient toujours. Samuel, lui, est un garçon vif, mais il a peur. La nuit, il me demande si le soleil reviendra un jour. Je lui mens, bien sûr. Je dis ce que tout père dirait. Oui, Samuel, un jour tout ira mieux. Mais je n'en crois pas un mot. Les jours passent et nos réserves de nourriture diminuent à vue d'œil. Les quelques pièges que j'ai installés ne rapportent presque rien. Les lapins et les oiseaux semblent avoir disparu. Sortir chercher du bois ou fouiller les environs devient de plus en plus risqué, le froid est si mordant qu'il vous engourdit en quelques minutes. Et puis, il y a cette peur constante, la maladie, l'hypothermie, les radiations invisibles. Chaque soir, en regardant le feu diminuer, je me demande combien de temps nous tiendrons. Je suis terrifié, pas pour moi, mais pour Samuel. Il est trop jeune pour affronter un tel monde. Ses joues sont creuses, ses mains tremblent. J'essaie de rester stoïque, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Chaque jour qui passe me rapproche de l'échec. Pourtant, je refuse d'abandonner. Je me répète comme un mantra, je ne laisserai pas ma famille mourir. Il faut trouver une solution. Un soir, après avoir partagé un maigre repas, Lara brise le silence. On ne tiendra pas comme ça, Édouard. Il faut bouger, trouver un endroit plus sûr. Ses mots sont calmes, mais pleins de désespoir. Samuel écoute, silencieux, ses yeux fixés sur moi. Je hésite. Partir serait une folie, mais rester, c'est mourir à petit feu. Finalement, je propose une idée. Il y aurait une communauté dans les montagnes, mieux organisée, avec des ressources. Ce n'est qu'une rumeur, mais c'est notre seule chance. Ma grand-mère, une femme increvable, avait survécu à une guerre autrefois. Elle disait toujours, l'union fait la force. Seul, on est condamné. Ces mots me hantent. Peut-être que cette communauté dans les montagnes est notre salut. Peut-être que c'est un piège. Je n'en sais rien, mais l'idée d'être entouré par d'autres nous donne un semblant d'espoir. Après des heures de réflexion, je tranche. Nous devons quitter le chalet. Attendre ici, c'est signer notre arrêt de mort. Lara acquiesce. Samuel ne dit rien, mais je vois sa peur. Nous savons tous que le chemin sera dur, mais nous n'avons pas le choix. Nous empaquetons ce qui reste, des boîtes de conserve, des vêtements chauds, un vieux fusil qui fonctionne à peine. Je consulte une carte sommaire gribouillée, récupérée d'un voyageur solitaire avant l'hiver. Elle indique une vallée protégée, loin au nord. C'est mince, mais c'est tout ce que nous avons. En chemin, nous rencontrons Lucas, un survivant solitaire. Il a entendu parler d'une vallée enneigée où la neige fond parfois. Mais il tousse beaucoup, et Lara craint qu'il soit contagieux. Je hésite à l'emmener. Samuel, lui, reste méfiant, ses petits yeux fixés sur cet inconnu. Une tempête soudaine nous force à chercher refuge dans les ruines d'une ferme abandonnée. Le froid est intenable, le compteur Gégère crépite doucement. Samuel tremble, Lara semble fiévreuse. La peur de la contamination me tord l'estomac. Nous sommes si fragiles face à cet hiver sans fin. Dans la ferme, je tombe sur des écrits étranges, des mentions d'une cité blanche cachée dans les montagnes. Un refuge, disent-ils, mais avec des pratiques radicales pour survivre. Rien n'est clair, mais le mystère me perturbe. Lara s'accroche à l'idée de cette cité blanche. Elle espère y trouver de l'aide pour Samuel. Mais moi, je doute. Ces pratiques radicales, qu'est-ce que ça signifie? Et si ce refuge était pire que l'enfer que nous vivons? Malgré mes réticences, je choisis de suivre la direction indiquée par la carte. Lucas propose de nous accompagner. Il semble connaître des raccourcis et, malgré sa toux persistante, son aide pourrait être précieuse. Nous partons au lever du jour,
vers l'inconnu. Sur la route, Lara me confie ses craintes pour Samuel. Et s'il ne survit pas au voyage? Je n'ai pas de réponse. Lucas parle peu, mais il nous raconte comment il a perdu sa famille au début de l'hiver nucléaire. Je ne veux pas mourir seul, murmure-t-il un soir. Ces confidences renforcent notre fragile alliance, mais je reste sur mes gardes. En marchant, des souvenirs douloureux refont surface. Je revois mes parents, le jour où les bombes ont explosé. Je n'ai pas su les sauver. Cette culpabilité me hante encore. Mais elle me pousse aussi à ne pas faillir avec Lara et Samuel. Je refuse de refaire les mêmes erreurs. Enfin, nous apercevons la vallée. Des pics enneigés l'entourent, et une fine fumée s'élève à l'horizon. C'est un signe d'activité humaine. L'espoir renaît, mais je reste prudent. Samuel vacille, à bout de force. Nous devons nous dépêcher. Nous atteignons un portail rustique, gardé par des individus armés. Leurs regards sont méfiants. Ils demandent pourquoi nous sommes là. Mon fils est malade, aidez-nous, je vous en supplie. Après une longue discussion, ils acceptent de nous laisser entrer. La vallée est habitée, mais l'atmosphère est pesante. Samuel est pris en charge par ce qu'ils appellent des soignants. Ils promettent de l'aider, mais imposent des règles strictes, obéir aux lois de la communauté, contribuer au travail quotidien. Lara est soulagée, mais je sens une tension sous-jacente. Ces gens cachent quelque chose. En observant Samuel endormi sous une couverture propre, je ressens un mélange de soulagement et d'inquiétude. Nous avons trouvé un refuge, mais à quel prix? Je ne suis plus l'homme que j'étais avant l'hiver nucléaire. Je suis devenu méfiant, toujours prêt à agir. Lucas, lui, commence à poser des questions. Il ne fait pas confiance aux dirigeants de la communauté. Un soir, il m'avoue avoir entendu des rumeurs de pratiques extrêmes, rationner les vivres en excluant les plus faibles. Il veut fuir, mais moi, je ne peux pas prendre ce risque avec Samuel malade. Nous sommes logés dans un dortoir spartiate. Chaque matin, on nous assigne des tâches, ramasser du bois, entretenir les abris, surveiller les environs. Samuel est faible, mais on le force à suivre un programme d'éducation. Lara commence à s'inquiéter des intentions de la communauté. Je commence à réfléchir à une échappatoire. Ces gens nous aident, mais je sens que leur hospitalité a des limites. Lucas me montre un passage peu surveillé dans les montagnes. Peut-être est-il temps de fuir avant qu'il ne soit trop tard. Je prends un carnet et y inscris quelques mots. Nous avons survécu à l'hiver nucléaire, mais la bataille n'est pas terminée. Chaque jour ici me rapproche d'une vérité que je redoute, il faudra fuir. Pour Samuel, pour Lara, pour garder notre humanité. Je referme le carnet, le glisse dans ma poche et fixe le plafond du dortoir. Ce soir, je ne dormirai pas. Je monterai la garde, prêt à agir au moindre signe de danger. Ma famille compte sur moi, et je ne les laisserai pas tomber.